En 2018 et 2019, sous la première administration Trump, les droits de douane concernaient environ 300 milliards d'importations de panneaux solaires, machines à laver, acier, aluminium, puis de nombreux produits de Chine, d'Inde et d'Europe. Dispositifs médicaux, téléphones, produits chimiques, textiles, avions, fromages et huile d'olive. Avec quel bénéfice de cette politique? Dans ses déclarations en 2025, Donald Trump s'est assigné plusieurs objectifs aux droits de douane, le rééquilibrage de la balance commerciale, la réindustrialisation du pays et la création d'emplois dans le secteur manufacturier. Il met en avant une augmentation des recettes publiques de l'État fédéral, tout en soulignant la nécessité de sanctionner la Chine pour ses pratiques jugées déloyales. Le président états-unien espère attirer des investissements directs étrangers qui cherchaient à contourner les barrières tarifaires imposées. Cet argument du tarifaire jumping rappelle qu'une entreprise peut établir des filiales aux États-Unis pour éviter de hauts tarifs douaniers. Pour Donald Trump, les droits de douane sont une taxe sur les exportateurs étrangers, non sur ses concitoyens. Ils ne pèsent pas sur les ménages et les entreprises états-uniennes qui, dès lors, ne devraient pas voir les prix des biens qu'ils achètent augmenter. S'ils considèrent la possibilité de représailles commerciales, ils en minorent les effets car les contre-représailles que les États-Unis exercent sont de nature à renforcer leur poids dans les négociations. Ainsi, quels étaient, quels étaient les résultats de ces différents objectifs sous l'administration Trump 1? En quoi la nouvelle politique diffère-t-elle de la première lors de son premier mandat et quels seront les résultats sur l'économie mondiale, notamment en Afrique? Alors, pour parler de tous ces enjeux majeurs pour le futur proche de l'économie et de la paix dans le monde, notamment en Afrique, j'ai le plaisir de recevoir via Zoom depuis Singapour Karim Bouhout, titulaire de 2 doctorats en économie et en droit, également PDG de Prime Group. Karim Bouhout, bonjour et merci d'avoir accepté de nous accorder cet entretien. Bonjour, bonjour et merci de m'avoir invité. Tout le plaisir est pour nous. Alors, j'aimerais d'abord commencer par le commencement, c'est-à-dire un peu d'analyser un peu les résultats de la première politique des taxes douanières imposées par Trump lors de son premier mandat. Alors, Oui, le déficit états-unien est passé de 870 milliards de dollars en 2018 à cause de cette politique à 1173 milliards en 2022, puis 1203 milliards en 2024. Alors, si les importations ont connu un léger fléchissement en 2018 et surtout en 2020 à cause de Covid-19, elles ont ensuite repris une tendance haussière. Alors, les exportations ont enregistré une évolution similaire avec une hausse moins marquée en fin de période. Et parmi les facteurs qui ont pu jouer un rôle, c'est l'évolution du dollar. Alors, avec la baisse des importations, la demande de monnaie étrangère se réduit, comme le yuan chinois, la roupie indienne ou l'euro, ce qui favorise l'appréciation du dollar. Alors, un dollar, justement, en tant que financier, on aimerait avoir votre avis. Un dollar plus fort équivaut à des produits états-uniens plus chers pour les étrangers et, conséquence, une baisse des exportations du pays de l'oncle Sam. Alors, Karim Bouhout, en tant qu'opérateur économique international, vous connaissez le trade international, qu'en pensez-vous? Et puis, la nouvelle politique donc instaurée par Trump aura-t-elle un autre impact que celle appliquée lors du premier mandat? bon, merci pour cette question. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la politique douanière telle qu'elle est présentée par l'administration Trump repose sur une vision qui mêle du volontarisme économique et une stratégie d'influence. L'idée affichée est simple, c'est réduire les déficits commerciaux, relocaliser les industries pour protéger les emplois. Mhm, Mais les résultats obtenus entre 2018 et 2020 montrent une réalité beaucoup plus complexe. Malgré des droits de douane très élevés, sur plus de 300 milliards de dollars de produits, le déficit commercial n'a pas reculé durablement. mhm, Donc, il a au contraire augmenté, atteignant 1203 milliards en 2024. Alors, pourquoi? Parce que nous sommes dans une économie mondialisée où les chaînes de valeur sont interdépendantes. Taxer les importations a souvent renchéri le coût des intrants
pour les entreprises américaines elles-mêmes. Cela a entraîné une inflation importée sans pour autant accélérer la réindustrialisation. Mhm. En 2025, le président Trump revient avec une rhétorique encore plus offensive et agressive, en affirmant Mhm. que ces taxes sont payées par des exportateurs étrangers, pas par les ménages américains, ce qui est inexact. Une partie du surcoût est bien répercutée sur le consommateur final. D'accord. Alors, et on nous dit que justement, il fait cette... parce que selon enfin, ceux qui ont tenté d'expliquer ça, ils disent que il y a un déficit commercial. Prenons le cas de la Chine, par exemple, qui pose le plus gros problème pour les États-Unis. Il y a un déficit commercial. Je crois, je me rappelle d'à peu près 70% comme ça. Et en fait, les taux de douane, on voit les droits de douane qui sont imposés, c'est la moitié, justement, vont faire justement rentrer dans les caisses de l'État américain, la moitié de ce déficit commercial avec la Chine. Donc, il y en a ceux qui voient que c'est normal, mais en revanche, j'aimerais avoir votre avis, c'est que on pose pas le problème du bon côté parce que la mondialisation que vous évoquez, son problème fondamental, c'est justement le dollar américain. C'est le système américain lui-même qui est le problème. Donc, on ne peut pas essayer, soi-disant, de guérir la maladie sans l'attaquer à l'origine. Absolument. Là, il y a un point. On touche. Il y a plusieurs paramètres, mais ça, c'est un des points déclencheurs qui est essentiel, mais qui est un des points clés, en fait, c'est que cette politique a un effet global, en fait. Elle Mhm, pousse les entreprises à délocaliser, non plus vers des pays à bas coût, mais à se délocaliser vers les États-Unis. C'est ça ouais, l'objectif de cette politique-là, en fait, ouais, pour contourner les barrières tarifaires. C'est ce qu'on appelle le phénomène du tarif jumping. ouais, D'accord? Donc, cela attire évidemment les entreprises, mais ce n'est pas suffisant pour compenser l'effet inflationniste. absolument. Ça va pas suffire. Parce que justement, ces Évidemment. entreprises, si elles ont délocalisé vers la Chine, le Vietnam, la Corée, la Malaisie ou l'Indonésie, c'est dans le but de produire avec C'est des pas coûts court. bas. Des coûts Exact, bas. Donc, ils vont pas exact. revenir aux États-Unis pour produire avec des coûts élevés s'il n'y a pas les conditions nécessaires pour... Ab- Absolument, mais l'idée de taxer si fortement, ça fait que ça rend ces pays-là qui ont des coûts bas moins attractifs. Et donc, c'est ce qui permet de récupérer, relocaliser ces industries aux USA. C'est ça un peu l'idée de sa politique, Mhm, qui n'est pas évidente en fait sur les faits. Donc, parce qu'il ne faut pas oublier aussi qu'avec un dollar fort, on a un problème d'exportation. C'est que les Américains vont se retrouver avec des produits qui sont trop chers à exporter, en fait. mhm, Donc, il y a un dollar fort rend les produits américains très, très chers. Et donc, et ce qui fragilise les exportations. Donc là, on est en fait dans une espèce de paradoxe. Et dans ce paradoxe, cela renforce la dépendance mondiale au dollar comme monnaie de réserve. Donc, ça oblige les gens de rester arrimés au dollar. Et donc, nous sommes dans une espèce de boucle où les effets se neutralisent partiellement, mais où les tensions commerciales vont s'aggraver. et donc, est-ce que ça va réussir, ça? Comment ceux qui se sont C'est délocalisés? Parce que quand on voit vraiment les choses comment ont évolué depuis 2018, les Chinois ont, ont considérablement réduit justement leur commerce avec les États-Unis. Et oui. actuellement, l'essentiel de leur commerce, ils le font avec la Russie, avec l'Inde, avec les Émirats arabes unis, la Malaisie et l'Indonésie. Et donc, même s'il y a ces droits de douane, pour quelles raisons ils vont arrêter En fait, d'exporter pour ces en pays fait, pour les revenir États-Unis, produire aux États-Unis? oui, les États-Unis essayent de parier en fait sur l'avenir. Ils ont perdu une grosse part du dollar en tant que monnaie de réserve mondiale. 50% des transactions en pétrole aujourd'hui ne se font plus en dollars. Elles se font en roupies indiennes, en yuan, en d'autres monnaies. Donc, Mhm, ce qui permettait de financer le coût de vie des Américains, c'était justement la maîtrise du dollar en tant que monnaie de réserve. Et c'est ce qui permettait aux autres de payer le niveau de vie des mhm. consommateurs américains.
Et c'est là En la achetant réalité. les bons du Trésor. Évidemment, et donc l'objectif des États-Unis, c'est au moment où il y a eu tellement d'événements géopolitiques, géostratégiques, la guerre en Ukraine, la recomposition des BRICS, la réunion de Kazan, probablement on va y revenir, etc., qui ont fait en sorte que les États-Unis sentent que cette hégémonie globale qu'ils avaient sur la finance mondiale, ils sont en train de perdre la main dessus. Donc, ils essaient de jouer une stratégie pour secouer le cocotier et voir s'ils peuvent négocier derrière. Est-ce que ça va marcher? Ça, l'avenir nous le dira, mais déjà, la finance internationale a été extrêmement ébranlée hier, lundi. Donc, on parle de lundi noir, comme au même titre que le jeudi noir en 1929. Mhm. Donc, on a des semaines d'incertitude. Mais une chose qui est réelle, c'est qu'on est rentré dans un monde où on devra naviguer à vue avec beaucoup d'incertitudes qu'il faudra gérer au quotidien. Alors, et une dernière remarque, et j'aimerais avoir votre avis ici avant de passer à la seconde question, à la deuxième Mhm. question. C'est en fait, on voit que, par exemple, la Chine, pour rester sur le cas de la Chine, qui est le cas le plus important, et donc ils ont rétorqué en imposant des droits de douane, mais le plus important, c'est que ils ont carrément coupé les exportations chinoises vers les États-Unis dans des matières extrêmement sensibles pour l'industrie, en tout cas pour ce qui reste de l'industrie américaine, comme par exemple le palladium, le germanium, Le dollar, oui. l'antimoine, toutes ces terres rares qui rentrent la fabrication en particulier du complexe militaro-industriel. Donc, ce sont des intrants, c'est pas des produits pour la consommation, des intrants à l'industrie américaine. Et si les Chinois coupent, donc comment Trump va s'en sortir dans Mais cette situation? évidemment qu'on est dans une situation où il y a un grand pays qui était la première puissance du monde qui décide de changer les règles telles elles ont fonctionné depuis l'ancien siècle. C'est-à-dire qu'il y a des organisations internationales qui avaient du bon et du mauvais, mais finalement, tout le monde s'arrogeait et on arrivait à gérer le monde, que ce soit au niveau de l'OMC, que ce soit le Fonds monétaire international, les Nations unies, etc., et qui permettait finalement de gérer le monde et avec des règles de trade. Mais les Américains ont décidé de passer outre tout ceci et d'aller vers un autre système, en fait, de faire un espèce de reset mondial au niveau de l'architecture du monde pour encore revenir et maintenir tout le monde dépendant de leur monnaie. C'est la seule façon de la survie de l'économie américaine. Donc Mhm. c'est un pari, évidemment, tout dépendra de la réaction du reste du monde qui aujourd'hui se met en face des États-Unis. Quelle va être la réaction du monde? Est-ce que ça sera une réponse concertée du monde vers les Américains pour dire non, le monde ne peut pas être défini que par un seul pays, mais on va rentrer réellement dans un monde multipolaire qui a été déjà promu par les BRICS et qui représente le véritable danger, en fait, pour l'hégémonie américaine, où nous allons revenir vers des discussions qui seront plus globales, chose que les Américains ne souhaitent pas. Les Américains souhaitent être dans des discussions bilatérales. C'est ce qui permet de leur avoir un avantage et de diviser par région. Donc là, tout ça, là, il y a beaucoup d'incertitudes. Mais je pense que la Chine, vu les accords commerciaux qu'a la Chine avec tout le reste du monde, qui sont beaucoup plus élevés que tous les accords qu'ont les Américains avec le reste du monde. Et donc là, automatiquement, je pense que les Chinois ont quand même un avantage certain. Et même quand on parle de délocalisation, il existe certaines délocalisations qui ne peuvent pas se faire pour dire que ça va créer de l'emploi. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'usines chinoises, ce sont des robots qui fonctionnent. Ce sont des robots qui Absolument, ouais. fabriquent des choses. Donc, c'est pas pour autant que ça va aider l'Américain moyen au À niveau pour retrouver du retrouver travail. l'emploi. Non, ce n'est pas certain. Ce n'est pas certain. D'accord. Alors, alors maintenant, regardons un peu de près la situation de l'économie, en tout cas sur le plan financier, au moins américaine. Alors, les États-Unis, qui auparavant avaient la contribution la plus importante au sein de l'OTAN, parce que c'est très important, et on sait que le dollar, il marche il est sécurisé avec les porte-avions américains qui circulent un peu Avec partout le dans le complexe monde, parce que la militaro-industriel. production américaine, pratiquement, elle n'existe plus. Alors, actuellement, il contribue donc à la même hauteur que les Allemands. Alors dans ce contexte,
Il est très utile de rappeler que le montant de la dette fédérale américaine est de près aujourd'hui de 35 000 à de 37 000 milliards de dollars. Et aussi, au moment où l'on parle, la dette globale des États-Unis, c'est-à-dire qui somme toutes les autres dettes, elle atteint la somme astronomique de 103 000 milliards de dollars, soit près de 400% du PIB américain, qui s'est établi à 29 168 milliards de dollars en 2024. Et soit donc 97 du PIB mondial. 97% du PIB mondial. Et si l'on rajoute l'ensemble des actifs et des engagements en bourse qui sont donc également des dettes, parce que des paris à terme, on Oui, arrive oui, à plus de 308 000 milliards de dollars, soit 1200% du PIB des États-Unis et près de 290% du PIB mondial. Et en 2024, le PIB américain de la production manufacturière, hein, de la production manufacturière, était de près de 2400 milliards de dollars. C'est-à-dire quelque chose de très insignifiant par rapport à bien la sûr. dette du pays, et milliards de dollars, contre près de 17 000 milliards dans Dans les les services. services. Oui. Alors, Karim Bouhoud, l'économie américaine est confrontée à divers déséquilibres structurels qui menacent donc sa stabilité à long terme. Alors, entre la volatilité des marchés financiers, la surconsommation, une inflation persistante, un déséquilibre entre production et consommation, ainsi que l'instabilité du marché obligataire, comment l'administration en place pourrait-elle rétablir la situation? Qu'est-ce qu'il Bon, vise? Qu'est-ce qu'il ben, vise par cette politique douanière? ce que visent les Américains, les États-Unis consomment plus qu'ils ne produisent. Donc, et ils empruntent pour maintenir leur niveau de vie. Donc, eux, ce qu'ils visent, et ils misent sur l'hégémonie monétaire pour que le monde entier finance cette dynamique. C'est que leur objectif, c'est que eux, ils misent que le reste du monde continue à travailler pour financer leur niveau de vie. C'est ça l'intérêt, en fait, des Américains aujourd'hui. Et Mhm. ce que le reste du monde n'accepte plus. C'est ça la problématique du reste du monde, c'est que la plupart des pays BRICS et des régions du monde qui sont en train de marger, que ce soit l'Inde, le Moyen-Orient, l'Amérique du Sud, la Chine, souhaitent sortir du piège du dollar et souhaitent sortir du contrôle du dollar. Et c'est la problématique est là. Le réel problème, il est celui-là. C'est une question qui c'est qui maintient et qui contrôle, c'est ce qui permet de garder le pouvoir. Et c'est le dollar que les Américains sont sortis pour aller sauver le soldat dollar, si j'ose dire. Ouais. D'accord. Donc, Alors, ouais. oui, allez-y. Non, non, je disais que dans cette espèce de pyramide fragile qu'ont les Américains, donc ça demande vraiment, il y a des défis structurels qui vont être importants à régler aux États-Unis, que ce soit la productivité stagnante, la baisse du taux d'épargne, l'inégalité croissante, la fragilité des infrastructures, tout ça met évidemment les Américains au pied du mur. C'est pour ça que, si j'ose dire, Trump, c'est comme si on parlait dans un jeu de poker, ami banco. Il s'est dit, allez, hop, on y va avec le maximum de risques. Voilà ce qui se passe aujourd'hui. Donc, on va voir Donc, le monde ça passe ou ça réagir. casse. Ça passe ou Et ça ça passe ou casse. ça casse, absolument. C'est-à-dire, on n'est pas loin du gouffre et on va voir si est-ce qu'on négocie avant d'aller dans le gouffre ou on négocie pas et on va dedans. D'accord. Et donc, avec cette situation catastrophique, parce que ce que vous évoquez là est très important. D'abord, même si il réussit à convaincre des gens à rapatrier des industries, parce qu'il y a après le problème des infrastructures qui se pose, qui Oui. sont dans un état de délitement, et puis la question de la formation. On n'improvise pas des ingénieurs ou des techniciens comme ça, hein, avec un claquement de doigts qui vont se mettre à fabriquer des téléphones ou à fabriquer des avions ou à fabriquer. C'est pas, ce n'est pas juste comme ça. Donc, depuis des décennies, les États-Unis, tout comme l'Occident, ont gardé de l'ingénierie. Ils faisaient de l'ingénierie, oui, mais toute la production, elle se faisait ailleurs. Elle se Oui. faisait en Chine, en Malaisie, au Vietnam et ainsi de suite. Et donc, c'est-à-dire que ce qui sera gagné de cette politique douanière va permettre de juguler cette situation financière absolument catastrophique. Non, moi je ne pense pas que ceci va juguler cette situation financière.
À mon avis, la stratégie américaine, c'est de taper très fort, de dire on va aller vers le marasme économique mondial, mais on vous oblige ensuite à venir négocier avec nous pour essayer de retempérer leur position dans le monde. C'est beaucoup plus dans cette vision-là que les Américains s'inscrivent. Il ne faut pas oublier qu'à l'intérieur des États-Unis, que ce soit l'Américain moyen, il s'en fiche de ce qui se passe autour du monde, hein. Ils n'ont Mhm. pas une vision globale, mais ils ont plutôt une vision, tant que leur niveau de vie leur permet de vivre correctement, c'est ça qui les intéresse, c'est le portefeuille. Mais l'inflation américaine risque de faire de remous et je ne vois pas le peuple américain attendre 5, 10 ans pour faire toutes ces réformes. C'est un peuple qui est habitué à consommer, ça n'a rien à voir avec les peuples d'Asie qui sont résilients. Et donc, au peuple russe, très résilient aussi. Donc, je ne vois pas les Américains aller tout de suite dire, bon, on va aller sur un plan, temps de s'industrialiser et on sera bien dans 5 ans ou 10 ans. Je ne suis pas sûr, hein. D'accord. Alors, outre l'inflation que vous venez d'évoquer, le marché obligataire américain doit faire face à une nouvelle menace qui est le déficit budgétaire. Oui, Et donc, on va faire un peu de oui, oui, spéculation sur ce sujet pour voir un peu. Nous oui, allons essayer de nous mettre dans la tête de Trump et de son équipe. Alors, oui. il s'agit du pire début justement d'année fiscale aux États-Unis, jamais enregistré, parce que les dépenses ont augmenté de 10,9%, les recettes ont baissé de 2,2% et les déficits cumulés depuis le début de l'exercice a bondi de 39,4%, atteignant 711 milliards de dollars. Alors, les États-Unis affichent donc désormais un déficit annuel de 3 000 milliards de dollars, reflétant une situation budgétaire particulièrement préoccupante, parce que ce déficit survient en 2025, une année où les États-Unis vont se heurter à un véritable mur de la dette. Parce que le Trésor américain devra refinancer environ 7 000 milliards de dollars de dettes arrivant à maturité. Et ce montant énorme donc, coïncide avec une période où les rendements obligataires sont à nouveau en hausse, ce qui complique encore davantage la situation. Et ce refinancement massif entraînera certainement une augmentation significative du coût de la dette, car le Trésor devra emprunter à des taux plus élevés qu'au moment où ces dettes ont été émises. Cela donc exacerbera mécaniquement le déficit budgétaire déjà à des niveaux critiques et même l'inflation. Alors, Karim Bouhout, est-ce que l'objectif de la politique douanière de Trump ne serait-il pas justement de juguler cette situation en provoquant un krach boursier, puis une récession mondiale, parce que s'il y a un krach boursier, enfin, dans leur tête, c'est que les investisseurs, ils vont se ruer sur les bons du Trésor. Et s'il y a beaucoup d'investisseurs qui investissent dans les bons du Trésor, les taux d'intérêt vont baisser. Et si les taux d'intérêt vont baisser, cela va obliger la Réserve fédérale à relancer la planche à billets pour que le marché ne s'effondre pas. Est-ce que c'est pas ça le jeu? Eh ben, il ne faut pas exclure cette hypothèse, hein. L'histoire économique montre que certains pays ont délibérément provoqué des chocs pour redéfinir les règles du jeu. Donc, c'est ce qu'on est en train de voir qui se dessine. Bon, une récession mondiale permettrait aux États-Unis de renforcer leur contrôle sur la finance internationale. C'est ça l'objectif. Et de forcer les investisseurs à venir vers des actifs libellés uniquement en dollars et d'imposer de nouvelles normes commerciales. En fait, c'est une espèce de sorte de reset qu'ils souhaitent faire. Mhm. Mais c'est une stratégie à très, très haut risque, parce que cela fragiliserait des régions entières, elle provoquerait des faillites massives dans des pays en développement et pourrait même entraîner une onde de choc social et politique, voire des guerres, des conflits. C'est ça la véritable difficulté dans laquelle on se trouve aujourd'hui. Donc, si un tel plan, par exemple, est en cours actuellement, vu que nos auditeurs sont les peuples africains, l'Afrique doit absolument s'y préparer. Donc, avec la diversification de partenaires, réduction de la dépense aux importations critiques et renforcement des capacités locales. Mais ici, une autre chose, c'est que en fait, en réalité, il me semble que l'administration Trump est encore piégée dans le paradigme de l'hyperfinanciarisation de l'économie, parce que là, il règle pas le problème. Même s'il règle le problème pour une année, le même problème va se reposer l'année prochaine, à moins donc de chercher
comme les États-Unis, comme vous disiez tout à l'heure, n'arrivent plus à suivre le train des pays qui sont en développement avec une très grande vitesse. Donc, ils pensent qu'en provoquant une récession, donc il n'y aura pas de matières premières qui seront. C'est une façon de bloquer ces pays-là, de les Oui. devancer encore et faire en sorte de négocier pour se retrouver ou se faire une place. Oui, les États-Unis aujourd'hui veulent redéfinir un peu les règles en leur avantage. Donc, ils ont la possibilité. Donc, c'est un pari d'une puissance dominante qui n'est plus seule aujourd'hui et qui veut évidemment bloquer la puissance économique du moment qui est la Chine par ce biais-là. Mais est-ce que ça va réussir ou pas? Ça, c'est une autre paire de manches. Parce que les Américains ont perdu quand même dans le monde la bataille des cœurs, hein. Les peuples du monde aujourd'hui, que ce soit le Grand Sud, se sentent très à l'aise pour commercer entre eux et faire des affaires entre eux. C'est qu'on est en train d'assister à une émergence idéologique dans 75 ou 80% de la planète, d'humains qui souhaitent vivre dans un monde multipolaire qui est plus équilibré, plus juste. Donc ce n'est pas certain qu'on revienne vers un schéma anciens. Je pense que les dés sont déjà jetés et ça sera très difficile de faire une marche en arrière. Mais Mhm. après, aller dans un précipice dont on ne connaît pas la teneur, est-ce que ça sera une guerre généralisée? Est-ce que ça sera un conflit, des gros conflits armés? Ça c'est difficile à prédire Mais pour bien l'instant. sûr, c'est-à-dire que même avec ce qui se prépare, soi-disant, contre l'Iran, s'ils attaquent l'Iran, c'est le Bab el-Mandeb qui sera fermé, c'est le Dotarwa d'Ormuz qui sera fermé, et donc c'est là, c'est la catastrophe économique, Il y a c'est beaucoup sûr et de points certain. chauds déjà aujourd'hui. Il existe beaucoup de points chauds. L'Ukraine, l'Iran, Taïwan, tous ces points chauds ne vont faire qu'exacerber les choses. Et aussi une crise économique majeure et inflationniste majeure dans le monde peut créer même plusieurs guerres régionales. Même l'Afrique n'est pas épargnée par plusieurs guerres, hein, sur place. Donc, C'est-à-dire. avec beaucoup d'inflation, beaucoup de difficultés, on aura des mouvements de population à cause du coût de la vie, et il peut y avoir beaucoup de déstabilisation politique. Il suffit de voir le printemps arabe, les causes du printemps arabe, c'était la montée des prix des matières premières qui a fait en sorte qu'il y a eu beaucoup de révolutions et beaucoup d'incertitudes. Donc on ne sait pas, on est dans quelque chose, on ne sait pas ce que ça va donner en fait, une espèce d'un saut dans l'inconnu. Et donc, en réalité, ils font le pari, mais ils ne maîtrisent pas les aboutissants. Et là. Impossible de maîtriser l'aboutissant. C'est un pari extrêmement risqué. Ils savent que c'est un pari risqué. Mais ils jouent le pari risqué. Bon, Trump, c'est quelqu'un Et donc, pourquoi? né dans la mentalité des années Parce que 80. c'est le pari de la dernière chance? Qu'est-ce qui se passe? C'est la dernière Ah, chance. C'est un peut-être peu le pari de la quelqu'un dernière chance. qui a une tumeur, où on l'opère ou il crève. Est-ce que c'est C'est le ça à pari de la peu près? dernière chance parce que au moment où les Américains perdent leur dollar, ce n'est plus une puissance, ce n'est plus la première puissance du monde. Au moment où ils perdent le dollar en tant qu'hégémonie, c'est fini. Donc, ils essaient un dernier coup et on va voir ce que ça va donner. Mais ce dernier coup, et c'est une façon de dire au reste du monde, on s'assoit et on reste quand même dans la table des négociations comme acteur majeur en tant que puissance majeure, ou sinon c'est le chaos pour tout le monde. C'est un peu ce qui se dessine. Maintenant, à voir la sagesse du côté de Pékin, comment ils vont réagir et comment les choses vont se faire et comment les BRICS, notamment, vont réagir par rapport à cette situation, parce que c'est là où on va connaître et voir la vraie consistance de cette union entre les BRICS. C'est dans ces moments-là qu'on voit réellement Mhm. est-ce qu'il y a il y a une décision concertée entre tous ou ils seront divisés. Donc ça, c'est un vrai test pour les BRICS. Alors maintenant, j'aimerais passer à une question qui est géopolitique extrêmement importante et géoéconomique en même temps, que vous avez un peu effleuré durant la première partie, mais là, on va essayer de vraiment de braquer le projecteur sur ça. Et c'est l'émergence de la puissance des BRICS. Alors, lors du sommet des BRICS à Kazan, qualifié donc d'événement majeur, trois décisions, entre autres donc poussées par la Russie notamment, confirment la thèse de la fin de l'ordre financier et monétaire international fondé par les Occidentaux, les États-Unis en tête, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Alors, la première chose,
c'est l'institutionnalisation d'une nouvelle catégorie de pays dits partenaires des BRICS, donc qui renforce ce bloc après l'élargissement de l'année d'avant. La deuxième chose, c'est la création du système BRICS Clear pour faciliter les échanges entre mes pays membres, mais aussi partenaires, sont passés par le dollar. La troisième, c'est la création d'une compagnie qui prendra en charge l'assurance et la réassurance des transactions et du transport. C'est la BRICS Insurance Company. Et il y a également aussi quelque chose qui ne va pas faire très plaisir à Donald Trump. C'est une autre décision importante, celle de constituer un marché des BRICS pour les produits agroalimentaires sur le modèle et en concurrence surtout avec la bourse de Chicago ou le marché de Chicago. Alors, Karim Bouhoud, les BRICS plus et plus les pays partenaires sont-ils en train de retirer l'arme de l'hégémonie du dollar aux États-Unis et de dépouiller ce pays de ce moyen-là de domination globale? Et est-ce ça qui aurait inspiré cette politique douanière en vue de sauver, comme vous l'avez dit tout à l'heure, le soldat dollar? Oui, nous assistons à une mutation historique. Donc, le sommet BRICS à Kazan a marqué vraiment un tournant décisif. La création de BRICS Clear, la nouvelle structure de compensation financière et de la compagnie de réassurance. Donc, elle accompagne un projet de marché intégré des produits agricoles qui est, comme vous l'avez dit, qui est là pour concurrencer le modèle du Chicago. Ce sont des signes forts. Les BRICS veulent se libérer du dollar, donc considéré comme une arme géopolitique. Et ça, c'est le point fondamental dans lequel on se trouve aujourd'hui. C'est un combat entre puissances et la plupart des pays BRICS ne veulent plus dépendre de cette puissance américaine, de ces sanctions américaines au quotidien. Et donc, pour les pays africains, c'est une opportunité majeure maintenant que nous nous adressons à nos auditeurs africains. Donc, ça veut dire que cela signifie qu'on peut exiger des transactions directes en monnaie locale ou en panier de monnaie. Et ça change évidemment le tout parce que ça réduit le coût de change, ça allège les coûts de transaction et évite les sanctions extraterritoriales. Voilà un peu l'objectif et le changement majeur que les BRICS, lors de la réunion de Kazan, ont mis sur la table. Mais pour en profiter de tout cela, c'est bien, mais pour en profiter, l'Afrique doit construire une vision. C'est-à-dire, elle doit renforcer l'intégration régionale, investir dans des systèmes de paiement interbancaires africains et créer de la confiance autour de ses propres monnaies. Donc, c'est bien que les choses viennent nous d'un côté, mais c'est à nous aussi de nous prendre en main par nous-mêmes et d'être dans ce panafricanisme économique que j'ai toujours prôné, qui doivent s'inscrire en Afrique. Voilà un peu quel est l'objectif réellement des BRICS. Et les BRICS, évidemment, la nouvelle monnaie des BRICS, est le danger numéro un de l'hégémonie américaine. C'est l'outil numéro un, l'ennemi numéro un du soldat dollar, absolument. Mhm. Et est-ce que, tout à l'heure, vous avez dit que la situation actuelle sera vraiment le test, un test de sérieux, de solidité et de sincérité dans la cohésion des BRICS. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Pourquoi cette situation est un test à ce pays? C'est un test parce que face au défi que l'Amérique pose au monde, qui est de restructurer toute l'organisation du commerce telle qu'on la connaît depuis presque un siècle, euh, face à ce désir d'imposer le dollar en tant que seule monnaie mondiale d'échanges internationaux, les BRICS, par rapport à leur projet qui était justement l'inverse de ne plus dépendre du dollar, c'est aujourd'hui aux BRICS de montrer qu'ils ont une réelle cohérence politique dans la façon de répondre à ce que les Américains ont mis sur la table. Donc, moi, je pense que même le BRICS devrait, vu la situation, lancer une réunion d'urgence et créer déjà toutes les conditions de réponse commune face à ce qui se passe. Parce que ce ne seront pas les réponses individuelles ou les négociations individuelles
qui mettront à mal les Américains, c'est ce qu'ils souhaitent, mais il faudrait qu'il y ait une réponse globale et commune. Et je pense que la Chine et la Russie, qui sont les deux acteurs importants dans ce processus, ne tarderont pas à répondre. Malgré le rapprochement chaleureux par rapport au dossier ukrainien de la Russie garde le cap sur le plan économique et la lucidité qu'il faut avec les Chinois pour réellement construire ce monde multipolaire. Et la rencontre avec Xi Jinping et le président Poutine, qui sera prochaine, sera déterminante sur ce sujet. Et il y a même la question de la coopération donc, avec l'Iran qui s'élargit non seulement sur le plan économique et financier, parce que l'Iran est le fournisseur numéro un en pétrole et en gaz de la Chine. Et donc, si l'on rajoute le Pakistan, l'Inde et tous ces pays qui ne voient pas l'intérêt dans le, d'autant plus qu'encore une fois, les Américains montrent au monde entier que le dollar est une arme en réalité, ce n'est pas une monnaie d'échange. D'abord, c'est une arme et ils ont montré aussi qu'ils n'avaient pas beaucoup d'amis, hein, parce que sanctionner le Canada ou l'Union européenne ou le Japon de la même sorte, qui étaient des alliés inconditionnels et c'est même des alliés de l'OTAN sur le plan militaire, ça veut dire qu'il y a un réel besoin de dire le dollar, c'est notre monnaie C'est et comme votre dirais-je, problème. et C'est c'est notre votre problème, problème, comme absolument. disait dans le temps le secrétaire Je pense d'État que au c'était Trésor Kissinger, de... non? Hein. Kissinger, oui, oui, exact, exact. Ouais. Je ne sais pas si c'était Kissinger, mais bon, enfin, il y avait ça a été la devise qui. Eh bien, cette devise, elle est toujours d'actualité. C'est exactement l'objectif est celui-là, c'est-à-dire le Mais dollar. est-ce qu'on ne pourrait pas voir un côté positif dans ça, en se disant que finalement, s'ils font ça justement en s'attaquant à leurs propres alliés, est-ce que ce n'est pas au fond une conviction que le monde globalisé qu'ils ont dirigé est fini et que peut-être ils ont intégré l'idée qu'il vaut mieux revenir à une notion d'État-nation, de défendre ses intérêts comme État-nation et pas être un empire global dominant. Et donc accepter que les États-Unis deviennent juste une puissance régionale, mais pas une puissance Ben, dominante on est mondiale. rentré, on est rentré dans un monde multipolaire, mais avec une forme de mondialisation qui sera différente. On ne sera plus dans cette mondialisation qui était financière et où tout le monde commerçait comme il voulait, mais je vois qu'on va rentrer dans une mondialisation où chaque bloc va produire et commercer dans sa région. L'ASEAN, le Mercosur, c'est d'où l'enjeu extrême de l'Afrique avec la ZLICAF, on pourra en parler, d'essayer de redémarrer et de créer cette intégration africaine très très rapidement pour peser dans le concert des nations. C'est vrai qu'on est en train d'assister à la fin de la mondialisation comme on l'a connue, où ça commerçait dans tous les sens, mais qu'on va aller vers des États-nations et vers des blocs, l'Union européenne, l'Asie, les États-Unis, etc. Donc on Donc, va aller en soi, vraiment. on peut dire que c'est pas quelque chose de mauvais, même si les choses, disons, c'est Ben, un peu une naissance avec une césarienne, enfin, un césarienne compliqué, mais peut-être que ça sera oui, quelque chose oui, de bien. oui, tout dépendra par quoi on va passer. Est-ce qu'on passera par une crise extrême où il y aura beaucoup de casse ou très rapidement les acteurs mondiaux vont s'asseoir sur la table avec responsabilité et éviter qu'il y ait quand même la faillite de certains pays, la faillite de certaines industries, etc. Donc tout ça dépendra évidemment parce qu'on est dans un monde d'imprévisibilité totale. Donc, le président Trump aime gérer tout ce qui est imprévisible. C'est une arme qu'il utilise assez brillamment, mais l'imprévisibilité, justement, on ne sait pas ce qu'elle va donner. Est-ce qu'elle va donner un Et résultat dans c'est lequel. surtout que les questions Voilà, internationales, diplomatiques, elles ne se gèrent pas comme un deal immobilier, ça, exact. c'est clair. C'est clair. Absolument. Sinon, comment on peut expliquer que, par exemple, le Yémen tient tête aux États-Unis? Le Yémen, un petit Absolument. pays, et qu'est-ce qu'il y a au Yémen? Le Yémen, il Absolument. y a un peuple et Il y une a peu- volonté de défendre une cause, c'est tout. À part ça, il n'y a rien. Exact, exact, exact. Donc, bon, on va voir. Il faut continuer à voir un peu dans les semaines à venir comment.
Est-ce que la bourse va continuer à s'écrouler? Est-ce qu'il y aura d'autres décisions ou un rétropédalage des Américains parce qu'ils voient qu'ils n'arrivent plus à contrôler ce qu'ils ont émis? Bon, mais en tout cas, une chose est sûre, on ne sera plus jamais dans le monde comme auparavant. C'est-à-dire, on est vraiment rentré dans une autre dimension maintenant. Est-ce Une autre qu'on risque, dimension, un Karim paradigme. Mohout, est-ce qu'on risque Mhm. de voir des faillites bancaires comme ça a été le cas en 2008-2009? De grandes faillites On risque bancaires. de voir, on risque de voir même des faillites étatiques, pas uniquement bancaires. On peut voir même des faillites étatiques. Le Lesotho, avec la taxe qui lui a été imposée, donc son industrie textile, elle est morte. C'est-à-dire qu'elle est complètement détruite. C'est-à-dire qu'on risque de voir de l'inflation, la faillite de certains pays, une énorme récession mondiale, absolument. D'accord. Absolument. Alors, en réalité, la politique, si l'on analyse bien, économique de l'administration Trump s'appuie sur trois leviers stratégiques. Donc, il y a d'abord, elle intervient sur le marché obligataire Oui, en ajustant l'émission des bons de trésor et en influençant les taux d'intérêt pour stabiliser leur système. Elle impose des tarifs donc douaniers pour freiner l'importation de biens et services étrangers ainsi qu'encourager la production et la consommation locale. Et enfin, affaiblir le dollar dans le but justement d'améliorer les conditions d'échange et de favoriser la production intérieure pour pouvoir exporter, comme vous le disiez tout à l'heure, plutôt que l'accumulation de dollars à l'étranger qui stimule la surconsommation et crise le déficit commercial. Alors, si l'on regarde, une question nous vient à l'esprit, cette politique qui déclenche une instabilité plus profonde, en réalité, aura-t-elle des effets néfastes sur les économies des pays africains, étant donné que eux-ci n'échappent pas au nouveau droit de douane? Là, oui. pour aller Bon, vraiment dans le vif des questions ah, qui concernent l'Afrique. oui, bon, les décisions de l'administration Trump, bien sûr, elles sont lourdes de conséquences pour le continent africain. En imposant des droits de douane très élevés à 14 pays d'Afrique, dont l'Afrique du Sud, la Tunisie, Madagascar ou la Côte d'Ivoire, Washington affaiblit directement les filières industrielles locales qui étaient tournées vers l'exportation. Ça, c'est une évidence. Donc, j'en parlais Disons tout à le l'heure. peu de filières industrielles, le peu Filière qui existe. industrielle, déjà, mais quand on parle de l'exemple du Lesotho qui était particulièrement marquant, 50% de droits de douane sur les produits textiles revient à détruire l'industrie du pays. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'industrie. C'est-à-dire plusieurs emplois qui sont jetés, il n'y a plus d'industrie donc, pour un tout petit pays. Donc, l'exemple de l'Afrique du Sud, ils seront extrêmement touchés sur toutes les usines d'assemblage automobile, que ce soit pour BMW, Volkswagen et Toyota. Donc, actuellement, ils sont menacés en termes d'industrie aussi. Donc, voilà, et c'est surtout que au niveau de l'AGOA, qui expirait en 2025, donc il est aujourd'hui très, très fragilisé. Donc, ça, l'African Growth and Opportunity, qui permettait justement l'accord entre pays africains d'échanger avec des accords douaniers qui étaient négociés, etc. Donc, bon, là, les Américains, ils ont un message très clair. C'est-à-dire que les préférences commerciales ne sont plus garanties maintenant. Donc, cette place des pays africains dans une grande incertitude et risque de dissuader, bien sûr, les investisseurs en Afrique. Ça, c'est un vrai problème. Donc, mais l'Afrique ne peut plus dépendre d'accords asymétriques ou de faveurs temporaires. Il faut qu'on change de paradigme. Elle doit bâtir ses propres chaînes de valeur, intégrer davantage ses économies et miser sur ses propres consommateurs. On doit créer un marché interne en Afrique, ce qui suppose des réformes internes très importantes, mais aussi une stratégie diplomatique affirmée vis-à-vis des grands blocs économiques. L'Afrique doit, vu ses richesses et vu l'humain de qualité qu'elle a aujourd'hui, vu sa démographie et sa jeunesse, qui est le futur grand marché mondial, doit aujourd'hui intégrer son économie, émerger et avoir des leviers de discussion clairs et franches pour peser sur le reste de l'économie mondiale. Sinon, on restera des petits pays qui peuvent être déstabilisés pour n'importe quelle décision d'un président américain ou autre. Et donc, dans ce cas-là, dans le cadre de l'ASLECAF, par exemple, c'est la zone de libre-échange africaine, comment peut-on, quelle est votre idée sur la question de développement, par exemple, d'industries transformatrices des matières premières localement? D'abord, pour assouvir les besoins justement du marché africain
intégré, d'un marché africain intégré, et puis pourquoi pas exporter. Qu'est-ce qui pose Non, problème pour développer l'industrie en ce moment? l'Afrique, pour développer son industrie, ils ont beaucoup fait d'efforts déjà sur l'énergie et l'électrification de l'Afrique, parce que l'industrie, c'est de l'énergie transformée. Et ce que les Africains doivent prôner, avec plusieurs pays qui ont la technologie, c'est de faire des joint ventures, des accords de transfert de technologie africaine et de dire, bon, voilà mes matières premières, mais aujourd'hui, je ne souhaite pas les vendre telles qu'elles sont, mais je souhaite qu'on fasse un accord stratégique ensemble et on crée l'industrie chez nous avec un transfert de technologie. Ce n'est que comme ça que l'Afrique pourra à ce moment-là créer sa classe moyenne et son industrialisation. D'accord. Alors, par rapport à ça, justement, Karim Bouhout, et je demande votre expertise en tant que financier, euh, tous les pays africains, en tout cas moi, les dirigeants que je rencontre, ils disent tous, chaque fois c'est-à-dire qu'on parle de projet et tout, oui, c'est bien, mais nous n'avons pas d'argent. Nous n'avons pas d'argent. Est-ce qu'il y a un moyen de régler ce problème? Autre que l'expérience des dettes extérieures qui, en réalité, ont mené à ruiner l'Afrique entière. Oui, l'Afrique aujourd'hui a besoin de restructurer toutes ses dettes pour pouvoir investir dans les infrastructures, les hôpitaux, l'industrie, etc. C'est-à-dire que les dettes africaines, quand on prend le Kenya, 50% des revenus du Kenya, c'est pour financer la dette externe. Donc, il ne reste plus rien pour aller financer des écoles, des routes, des infrastructures qui permettent justement de s'industrialiser. Donc, ça, c'est un facteur et un problème qui est majeur en Afrique. Donc, vu la situation actuelle, la Chine peut jouer un très très grand rôle dans le rachat de dettes africaines. La Chine souhaite promouvoir sa monnaie, le renminbi. Donc, je pense qu'il y a certains projets qui sont en cours et qui vont permettre à l'Afrique justement de faire du rachat de dettes pour pouvoir commencer à investir dans leur pays, mais aussi aux Africains de définir de manière très très claire sur le plan économique et industriel pour ne pas faire des doublons entre pays, que chacun se spécialise sur quelque chose qui est valable par rapport au pays. Parce qu'en Afrique, il y a 54 pays, mais il faut qu'il y ait aussi des contrats de transfert de technologie pour pouvoir développer justement cette industrie. Les financements sans transfert de technologie, sans infrastructure, ne servent à rien. C'est la cohérence économique globale qui va faire en sorte que les financements viennent naturellement. D'accord. Et est-ce que les matières premières dont dispose l'Afrique, par exemple l'or, le diamant, le coltan, la bauxite, il y a énormément de... Les terres rares comme au Congo, en République C'est démocratique ça, du oui. Congo, est-ce que ça ne peut pas se servir d'actifs physiques justement pour engendrer de l'argent, engendrer des prêts ou engendrer des investissements sur les marchés Ben, financiers. Absolument, mais l'Afrique est hors de cette. Pour l'instant, Afrique est hors du marché financier. C'est-à-dire que l'Afrique devrait avoir une monnaie qui lui est propre, africaine. C'est ce que certains pays aujourd'hui sont en train d'essayer de réfléchir et de faire, qui va être un laboratoire extraordinaire, qui sont avec beaucoup de courage les pays de l'AES, le Mali, le Niger et le Burkina Faso, donc qui réfléchissent déjà à avoir leur propre autonomie, leur propre monnaie qui est baquée sur de l'or. Donc ça, c'est des choses qui sont en cours de réflexion. L'Afrique devrait à un certain moment même créer une monnaie dont les paniers, ce seront ses matières premières. Mais là, quand on arrive à ce stade-là, évidemment que là, l'Afrique pourra réellement bénéficier du développement de son pays. Mais la vraie richesse africaine, c'est d'abord son histoire, sa démographie. En 2050, un humain sur quatre sera africain. Donc, il y a un marché interne exceptionnel, son dynamisme démographique, donc sa jeunesse. Très souvent, ce sont les humains qui font les choses. Et je pense qu'aujourd'hui, la plupart de la jeunesse africaine a pris conscience de son passé et est en train de renouer vers l'avenir avec un panafricanisme économique et réel pour défendre ses propres intérêts qui est réel. Et on l'a vu déjà dans l'Afrique sahélienne. Il y a énormément de choses qui se développent à ce niveau-là et un vrai nationalisme qui est en train de s'insérer en Afrique, qui ressemble beaucoup à ce qu'ont fait les Sud-Coréens
et les Singapouriens un demi-siècle auparavant. D'accord. Alors, et de ce point de vue, d'un point de vue de la formation, justement, parce qu'on ne peut pas lancer une industrie sans avoir une formation de pointe, quel que soit le type de l'industrie. Est-ce que vous pensez que les systèmes éducatifs africains sont à la hauteur, justement, de fournir, de fournir les ingénieurs, les médecins, les techniciens à même de développer leur pays et d'avoir et d'élever leur niveau de vie, ou il y a des choses à faire encore de ce point de vue? Euh, Ça revient au piège de la dette dans lequel sont pris les pays africains. C'est-à-dire que les pays africains sont pris dans ce piège de la dette. Ils doivent quitter et sortir du piège de la dette qui leur est tendu pour pouvoir aller justement investir dans l'éducation, dans la santé, etc. C'est-à-dire un peuple ne peut pas se développer si les deux ministères les plus pauvres en Afrique sont souvent le ministère de l'Éducation nationale et le ministère de la Santé, Mhm. au détriment du ministère de De la la défense Sécurité ou de la Défense. Donc, c'est pour ça qu'il y a certaines politiques qui doivent être revues. Mais il y a aussi un autre point qui est essentiel, c'est que les enfants de l'Afrique, qui sont aujourd'hui font le bonheur des Américains dans la Silicon Valley, à un certain moment trouveraient le bonheur de revenir vers eux. C'est ce qui s'est passé, le mouvement des Indiens dans tout ce qui concerne la recherche, qui ont vécu aux États-Unis, tous les ingénieurs indiens, et qui sont retournés dans leur pays d'origine. Et donc, je pense que l'Afrique a une jeunesse, a des gens qui sont formés pour pouvoir se développer, mais il faut qu'il y ait une volonté politique et un courage politique pour pouvoir le faire. Et je pense que le monde est rentré dans une phase d'une telle incertitude que euh, ce qui se passe aujourd'hui, ce sont des chocs qui réveillent. Et l'Afrique avait besoin de plusieurs chocs pour se réveiller. Et je pense qu'on est vraiment dans un tournant majeur dans le continent africain. Et même la lecture qui est faite par l'Occident, c'est une lecture qui est déjà ancienne dans la façon d'appréhender l'Afrique, d'infantiliser l'Afrique et de discuter avec l'Afrique. L'Afrique aujourd'hui fait partie des BRICS de manière assez forte. Et je pense que les choses vont changer assez rapidement quand même à ce niveau-là. On n'en restera pas là au niveau des peuples africains. Le rêve africain, il est ici, il est palpable. D'accord. Alors, d'un point de vue de la sécurité et de la souveraineté alimentaire, parce que ça aussi c'est un énorme problème en Afrique, l'énergie aussi, l'électricité, comment voyez-vous la chose en ce moment? Est-ce que les choses vont se corser encore ou au contraire, ce qui se passe actuellement au niveau global est une chance pour, pour décoller? Avant même oui, avant même qu'on soit dans cette crise actuelle avec ces nouveaux changements de paradigme auxquels on a assisté, l'Afrique avait déjà ce défi qui était important, qui est celui de l'agriculture, c'est-à-dire et de la sécurité alimentaire. L'Afrique, ce n'est pas normal que l'Afrique, avec toutes les terres cultivables qu'on a au Congo-Kinshasa, au Guinée-Conakry et des terres exceptionnelles, ne puisse pas créer des systèmes de sécurité alimentaire, de transfert de technologie avec des pays importants. Et on remarque aussi que on rentre dans un monde où tous les grosses industries de la tech sont en train d'investir dans l'agriculture, ce qui veut dire qu'il va y avoir un besoin de denrées alimentaires extrêmement important dans le monde. Et quand on voit beaucoup de pays comme le Japon, comme la Chine, qui stockent des produits alimentaires, c'est-à-dire par peur de pandémie, par peur de guerre importante, euh, et donc, l'Afrique est vraiment dans l'urgence pour pouvoir développer son agriculture en faisant des partenariats avec les pays du Golfe, avec les Singapouriens, du transfert de technologie avec tous les acteurs agronomes comme la Chine, comme le Brésil. Et l'Afrique en a les moyens, hein. C'est juste une volonté politique et il faudrait créer un plan stratégique pour l'Afrique pour avoir une autonomie alimentaire africaine. Oui. C'est-à-dire un plan stratégique commun, vous voulez dire? Commun, absolument. Absolument. Mhm. Et est-ce qu'il y a déjà des prémices de ce genre de choses, Il au moins il au y a sein pas de vraiment l'Union africaine ou des organisations il régionales? existe, il existe certaines actions qui sont faites, comme la Banque islamique de développement qui a fait certaines actions pour la production de riz. Donc,
au Sierra Leone, au Togo, au Sénégal, etc. Mais avec la banque Badea, mais ça reste quand même assez sporadique. Il faudrait qu'il y ait un plan qui est beaucoup plus global et qui permet justement de résoudre la problématique et l'industrialisation de l'agro-industrie, l'investissement dans l'agro-industrie en Afrique. Oui. Et donc, pour finir, la question donc de l'énergie, euh, quel est à votre avis le moyen justement de rattraper le retard? Est-ce que c'est l'investissement dans l'énergie verte? Est-ce que c'est le nucléaire, par exemple, avec les Russes, avec les Chinois? Et aussi, il y a beaucoup de régions arides en Afrique et qui ont besoin de beaucoup d'eau. Il y a aussi ce problème-là de stress hydrique. Comment on peut ensemble faire en sorte, par exemple, je ne sais pas, de développer les technologies de dessalement de l'eau de mer, mais à très grande échelle, hein, de quoi faire. Mais, mais toutes ces, mais toutes ces problématiques, justement, elles avaient été posées dans le fait d'avoir organisé le BRICS pour faire un monde multipolaire. C'est que l'objectif du monde multipolaire, c'est que dans ce monde, on est dans un monde plus équilibré et plus juste pour tout le monde. C'est ça un peu l'objectif des BRICS, c'est-à-dire que nous n'avons pas un dominateur et ensuite on n'est pas dans la relation dominant-dominé. Donc, le monde multipolaire, justement, offre ces solutions-là, de transfert de technologie pour permettre aux gens de vivre là où ils habitent, pour réduire l'immigration due aux problèmes climatiques. Tout ça, ce sont des challenges qui ne dépendent pas uniquement des Africains, mais qui sont des challenges qui nous touchent à tous, en fait, de manière globale. Et c'est ça, en fait, l'objectif du monde multipolaire. L'objectif était cela, de répondre à cela. Parce que si l'Afrique aujourd'hui ne résout pas ces problèmes-là, même sur le plan de la société européenne qui est judéo-chrétienne, entre guillemets blanche judéo-chrétienne, elle sera complètement dépassée par une immigration massive de 50 ou 100 millions d'habitants africains qui vont aller vivre sur le continent européen. Et les Européens sentent cette menace déjà, que ce soit culturelle, etc. Mhm. Donc c'est un défi majeur pour tout le monde. D'accord, donc il faut changer un peu la situation euh, par rapport donc au développement du continent. Absolument, d'abord, il faut qu'il y ait une gouvernance mondiale multipolaire auquel les Africains participent. Et donc, ils auront, en y participant, l'Afrique ne participe pas, n'a pas participé dans la gestion du monde depuis des décennies. Donc, l'Afrique doit revenir comme un champ de paix pour le reste des pays et avoir un partenariat avec toutes les régions du monde sans exclure aucune personne. C'est-à-dire que très souvent, on entend parler comme quoi les grandes puissances se font la guerre sur le territoire africain pour avoir les matières premières, etc. Il faudrait inverser la tendance où les Africains deviennent le terrain de paix pour toutes ces grandes puissances. C'est-à-dire avoir l'intelligence de gérer les contradictions des intérêts des uns et des autres Exact. et devenir Pour ses propres. l'arbitre de ces luttes pour défendre ses propres intérêts. Exact, exact. Euh, d'accord. Alors, une dernière question, Karim Bouhout. Par rapport donc à toute cette situation globale, dont le court terme, qu'est-ce que vous conseillerez, vous qui êtes opérateur économique international, aux pays africains? Bon, les pays africains, sur le court terme, si j'ai quelque chose à conseiller, ça serait réellement de travailler sur l'intégration africaine au niveau de leurs économies. Ils doivent créer un marché qui est local et créer une véritable intégration africaine pour ne pas dépendre du reste, en fait. Mhm, Et ne serait-ce que sur des secteurs clés comme l'énergie, comme la sécurité alimentaire pour que les peuples africains puissent continuer à avoir la chance de se développer normalement. Voilà le véritable challenge. Il existe encore en Afrique beaucoup de disparités, de problèmes territoriaux, des régimes qui ont des lectures du monde qui sont un peu différentes. L'Afrique doit finalement se renouer. Ça doit être une Afrique qui est participative finalement de ce renouveau africain. Le renouveau africain ne pourra se faire que dans une révolution intellectuelle d'abord. C'est-à-dire que le peuple africain doit être fier d'où il vient, fier de son histoire, de sa culture, de ce qu'il porte, et être prêt à apporter sa contribution au monde.
Et c'est là-dessus qu'on pourra bâtir quelque chose. On prend souvent les Asiatiques comme référence, qui se sont développés de façon rapide, mais leur histoire était différente. Donc l'Afrique peut-être doit prendre un autre chemin, qu'elle doit se réinventer elle-même. Et c'est là où je vois la réalité pour l'Afrique. Moi, je sillonne toutes les capitales africaines où j'ai nos frères africains, j'ai des amis partout, mais je sens qu'il y a une dynamique, qu'il y a une envie de bien faire, il y a une jeunesse qui veut le faire, mais par moments peut-être que euh, cette culture africaine de dire le grand frère, souvent qui est le président qui a 70 ans, 80 ans, alors qu'il gère un pays dont la majorité ont 20 ans, on sent qu'il y a des décalages même générationnels entre les gens. Donc, il faut qu'il y ait un renouveau et un changement. Et on D'accord. le voit, le renouveau qui a lieu au Burkina et au Mali et au Niger, on le sent que même dans la sous-région, ce sont des exemples que les Africains souhaitent en fait. Voilà. D'accord. Alors, chers auditeurs, notre entretien arrive à sa fin. Karim Bouhoud, je vous remercie pour tous ces éclairages et toutes ces analyses. J'espère vous retrouver dans les quelques semaines à venir dans un autre entretien pour traiter d'un autre sujet. Merci encore une fois et à très bientôt. Merci beaucoup, merci. Merci, à bientôt.